Et on est de retour pour notre troisième discussion. Après cette discussion endiablée sur la fiscalité, on va passer sur un autre sujet dont on parle beaucoup, mais on va essayer d'en parler d'une manière un petit peu différente. On va parler de dette. Parce que Macron et les libéraux et tout, ils aiment beaucoup parler de dette. Ils en parlent à longueur de journée, mais on voit ça souvent par le prisme de la politique française. Et là, au contraire, on va prendre ça de l'angle international et de l'angle écologique. Et on va surtout parler de l'annulation de la dette des pays du Sud pour des raisons écologiques. Et donc avec moi, on a 4 invités cette fois-ci, et pas 3 invités, avec Mathieu de la CCFD. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, merci. Merci pour cet accueil et bonjour à tous et tous. En effet, moi je suis Mathieu, donc je travaille au CCFD Terres Solidaires et je suis chargé de plaidoyer, donc comme Riyad qui était juste avant. Ok. Et moi je travaille sur les enjeux de dette souveraine des pays du Sud et d'aide publique au développement aussi. Ok, on est pile poil dans le sujet du coup. Parfait. On a aussi Anne du coup du réseau Action Climat. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour. Donc, le réseau Action Climat, c'est un réseau de 27 ONG. Il y a des associations de protection de l'environnement, des associations de solidarité internationale et puis des associations aussi de lutte contre la précarité, puisque la lutte contre le changement climatique, elle embarque un peu tous ces sujets. Et moi, je suis directrice des programmes, donc j'anime une équipe de 14 personnes qui fait du plaidoyer au réseau Action Climat, puisque c'est l'un de nos principaux modes d'action avec l'animation du réseau, de ce réseau d'associations. Et on est membre d'un réseau européen qui s'appelle le CAN Europe et d'un réseau international qui rassemble près de 2000 ONG au niveau mondial. Ok, donc il y a 3 réseaux imbriqués les uns dans les autres, quoi. Ok, ok. Et ensuite, on a Elsa, du coup, de notre Affaire à tous. Alors, j'ai que l'abréviation sur le directeur, c'est pour ça. Sur le conducteur, pardon. Donc, j'étais pas sûr. Vas-y, Oui, tu peux te c'est présenter. ça. Elsa de l'association Notre Affaire à tous. Moi, je suis chargée de campagne là-bas et je travaille spécifiquement sur les questions climatiques, à la fois la responsabilité de la France sur ces questions-là et des multinationales qui ont leur siège en France. Notre Affaire à tous, en quelques mots, c'est une association qui utilise le droit comme outil de lutte sur les questions à la fois de climat, de pollution, de biodiversité. Et donc, c'est essentiellement des juristes, des avocats, des chercheurs et chercheuses du droit. Et notre outil principal, c'est l'outil du procès. Et donc, on porte essentiellement des procès soit contre l'État français, soit contre des multinationales qui ont leur siège en France, comme je le disais juste avant. Ok, ça marche. Et ensuite, on a un invité qui représente ici Twitch.tv. Vous avez probablement déjà vu sur Twitch.tv si vous regardez Backseat. On a Léa Chamboncel. Est-ce que Léa, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Salut, je m'appelle Léa. Donc je suis chroniqueuse sur Backseat, l'émission de Jean Massier. Depuis, la première saison, on avait commencé Ouais. en 2021. Il n'y avait que 2 Donc, chroniqueurs, c'était toi et Usul à l'époque. Exact. Bah, tu as bien suivi, effectivement. Et maintenant, on est toute une flopée et c'est très cool. Donc, chroniqueuse sur Backseat depuis désormais 5 ans, presque. On enchaîne, là, on vient de terminer la 4e saison. On enchaîne sur la prochaine saison qui, je pense, va être très intéressante. Sinon, moi, je suis journaliste politique. Je bosse aussi, je fais du plaidoyer pour des ONG régulièrement. Je bosse pour une asso actuellement qui s'appelle Démocratie ouverte. Et voilà, ravie d'être là. Et j'avais déjà fait des choses avec le CCFD, donc c'est très cool aussi de les recroiser ici. Elle va trop bien. Alors moi, j'avoue, j'ai découvert le CCFD à l'occasion de cette collaboration, mais du coup, c'est des acteurs assez importants dans le milieu. Je le découvre un petit peu comme peut-être le chat qui découvre le CCFD aujourd'hui, mais il n'y aura pas que le CCFD, du coup, dans ce talk, effectivement, parce qu'il y a aussi Réseau Action Climat et notre Affaire à tous. En parlant de chat, pardon, Ribo, Oui. je t'interromps. Il est où? Le chat, Ouais. il est sur la tablette, c'est un peu ça le problème. Ah non. Et oui, c'est soit on avait un retour, soit on avait le chat. Ah, Alors ok. après, tu peux aussi je peux le mettre sur mon regarder tel. directement. De ouf, pardon. Je Ouais. voulais savoir s'il y avait C'est accès au chat. petit problème de production. C'est vrai que toi, tu es habitué à avoir des chats Twitch. Du Yes. coup, je sais pas, on s'est dit, est-ce qu'on met le retour ici? Est-ce qu'on met le chat? Désolée, Bon. petite question de Twitchard. C'est important, c'est important. C'est important. Alors du coup, on va parler de dettes aujourd'hui, et de dettes liées à l'écologie. Est-ce que peut-être pour commencer, la CCFD peut commencer à nous en parler? C'est quoi cette histoire d'annuler des dettes pour le pays du Sud? Parce qu'on parle tout le temps de la dette en France, et jamais Macron ou je sais pas qui va nous dire la dette, mais on va l'annuler. Ça paraît presque un peu lunaire quand on est français de parler d'annulation de la dette, et pourtant, l'annulation de la dette, c'est des choses qui sont déjà faites par le passé dans plein de contextes différents, et du coup, c'est vraiment une mesure que vous poussez au CCFD. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le principe? Exactement. D'ailleurs, dans le jeu précédemment, il y avait cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron en disant il faut annuler la dette des pays africains justement pour lutter contre la pandémie de Covid, ce qui n'a jamais été fait. Il faut bien le préciser, même si ça a déjà été dit. Et en fait, l'idée, c'est de dire qu'en fait, quand on parle climat, et notamment au moment des COP, qui sont ces grands événements de négociation internationale, on fait souvent beaucoup d'argent. L'accord de Paris, qui a été vraiment salué comme une grande victoire, c'était de dire, en fait, les pays du Nord, les pays riches, on est responsable beaucoup plus que les pays du Sud du changement climatique. On doit
assumer ses conséquences et payer en fait aussi pour justement réparer et que les pays puissent s'adapter. Tu peux essayer de bien parler dans ton micro. Pardon. Et que les pays puissent s'adapter. Mais en fait, on voit que c'est des montants qui sont assez dérisoires quand on compare ça en fait, au niveau de dette de ces pays. Par exemple, juste en 2024, les pays du Sud, ils ont payé près de 400 milliards de dollars, et pas juste pour leur dette, pour les intérêts de leur dette. Okay. Alors en fait, quand on voit qu'après, on va saluer vraiment des victoires à dire « Ah, on a obtenu 100 milliards pour les pays du Sud », en fait, c'est rien comparé. En fait, c'est de l'argent qu'on va donner d'une part et que les pays du Sud vont devoir rendre. On doit rendre à des créanciers, qui sont d'ailleurs souvent des banques, souvent des fonds de pension. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au CCFD, on dit qu'en fait, traiter la question climatique sans traiter la question de la dette, c'est se tirer une balle dans le pied dès le départ. Et du coup, il faut vraiment traiter les deux en même temps, sachant que l'annulation de la dette, ça c'est déjà fait, ça continue à se faire. Et donc, c'est vraiment un levier qu'il faut utiliser pour justement avoir une vraie lutte contre le changement climatique. Ok, d'accord. Et donc, sur l'annulation de la dette, qu'est-ce que vous avez, vous, à dire aussi? On va commencer assez simplement en parlant un petit peu, avant de faire peut-être le lien avec l'écologie et tout, et avant que les choses commencent à se décanter de par elles-mêmes, déjà, parler de la dette, quoi. D'annulation de la dette. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que l'impact du changement climatique, il touche quand même beaucoup plus fortement les pays du Sud, qui sont les moins responsables en fait des émissions de gaz à effet de serre qui causent ce changement climatique. Donc eux, ils souffrent, ils sont plus vulnérables parce qu'ils ont des habitats plus précaires, ils ont une agriculture aussi qui a plus de difficultés à se transformer, ils ont moins de moyens financiers et en plus, ils sont endettés. Donc, comment ils peuvent faire pour à la fois financer la transition, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles, produire une électricité à partir de renouvelables, se déplacer sans pétrole. Comment ils font pour financer ça, plus financer l'adaptation, parce qu'il va falloir qu'ils s'adaptent au changement climatique. On le voit aussi en France maintenant, c'est assez parlant pour nous. Quand il fait chaud comme actuellement et qu'on a des bâtiments qui ne sont pas adaptés, il y a un petit problème. Et donc, eux, il faut qu'ils s'adaptent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon des dégâts irrémédiables. Par exemple, quand le niveau de la mer monte, il faut déplacer les populations parce qu'on ne peut plus rester là où on habitait. Donc, tout ça, ça coûte très, très cher. Et si ces pays-là, qui ne sont pas responsables, ont en plus des dettes énormes qui leur coûtent un fric dingue en intérêt de la dette, on voit bien que ça ne marchera pas. Ok, il y a presque une forme de double peine qui se crée, quoi. C'est les pays qui doivent avec le plus d'urgence, préparer la transition écologique, et en plus, ils sont étranglés par des dettes qui doivent à des banques et des créanciers qui viennent des pays du Nord, qui ont pollué plus qu'eux historiquement, quoi. Donc c'est vraiment, comme je le dis, c'est quasiment une triple peine, une quadruple peine, une quintuple peine, quoi. Ouais. Pardon. Elsa, est-ce que tu as quelque chose à dire aussi? On fait un petit peu le tour de la table, après on passera à toi, Léa, peut-être. Alors, d'ailleurs, je tiens à dire, c'est plus une discussion que des petites interviews recoupées, donc n'hésitez pas à prendre le micro et puis à rebondir sur les arguments des uns des autres, pour que ce soit le plus naturel possible, évidemment. On est sur Twitch. On est sur Twitch, exactement. En quelques mots sur peut-être la position de la France là-dessus, qui se targue énormément sur la scène internationale d'être une leader sur les questions climatiques, alors qu'en réalité, quand on prend en compte l'impact historique de la France dans les émissions de gaz à effet de serre, donc dans le changement climatique, la France, elle est 8e émetteur historique, donc c'est énorme. Je rappelle qu'on est à 195 pays dans le monde, donc 8e, c'est énorme. On n'est pas le 8e pays le plus peuplé. Non, on n'est pas du tout le 8e pays le plus peuplé. C'est un des pays les plus développés, donc avec le plus de capacité économique. La preuve, la France est au G7. Et on peut remettre en cause évidemment les indicateurs type PIB, produit intérieur brut, indice de développement humain, etc. Mais ça donne quand même des indicateurs de comparaison. Et donc la France se targue d'être leader sur les questions climatiques, mais en fait ne prend pas du tout en compte la réalité des questions d'équité dans la lutte contre le changement climatique. Et nous, c'est un peu ce qu'on lui reproche, je pense, c'est le cas d'un peu tout le monde ici, et spécifiquement chez Notre Affaire à tous, on a lancé du coup un procès contre la France qui s'appelle le procès pour la part juste, pour lui demander de prendre en compte les questions d'équité dans la façon dont elle planifie ses politiques climatiques. Je pourrais y revenir un peu plus en détail ensuite. Ok. Et toi, Léa, du coup, est-ce que c'est un sujet que tu as un petit peu travaillé, l'annulation des dettes du pays du Sud, ou est-ce que ça rejoint des sujets que tu as plus travaillé? Eh bien, figure-toi que oui, pas mal, parce que par le passé, moi déjà, j'ai fait un master en droit international public, donc c'est des questions qui m'intéressent pas mal. Et j'ai bossé dans des pays où j'ai travaillé sur des enjeux de développement. Notamment, le dernier pays où j'étais, c'était le Cambodge. Donc, clairement, c'est des questions qui, je trouve, moins intéressées à un moment donné, continuent à m'intéresser, évidemment. Mais ce qui est ouf, c'est que moi, j'ai fait ça il y a à peu près 10 ans, à peu près.
Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même discussion, en fait. Rien n'a vraiment avancé. Donc voilà, tu prends il y a 10 ans en arrière, les discussions étaient, bon, il y a le club de Londres, il y a le club de ceci, il y a le club de machin, peut-être que tu voudrais faire un peu de pédagogie là-dessus, parce qu'en plus, j'ai un peu oublié ce que c'était. Enfin, il y a différents clubs en fonction des types de dettes, si tu as les dettes, voilà, bref. Je veux bien que tu fasses un petit point là-dessus, parce que pour me rafraîchir la mémoire. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, c'est quand même une question qui est dans le débat public, en tout cas dans le monde associatif, ONG, développement, etc., très présente. C'est un peu le serpent de mer, quoi. Ça revient tout le temps. Les assos se battent depuis quand même, maintenant, je pense, plusieurs décennies, pour demander l'annulation de la dette de manière partielle ou totale. Par ailleurs, il y a plusieurs modalités. Et à un moment donné, on a le sentiment que ça va dans le bon sens. Et puis, hop, il y a un backlash. Et finalement, rien ne s'est passé. Ok. Alors vas-y, peut-être sur les différents types de dettes. Oui, en effet, c'est un point très intéressant. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant le G7. Parce que notamment, en fait, les créanciers occidentaux se sont réunis dans ce qu'on appelle le Club de Paris. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est la France qui coordonne pour 23 pays dans le monde, parmi les 23 pays les plus riches, toutes les dettes qui ont été prêtées par les États les plus riches. Donc en fait, quand un pays a une difficulté pour payer sa dette, par exemple, prenons un cas très récent, le Pakistan, en 2022, une des plus grosses inondations de son histoire, 1700 morts, un tiers du territoire sous l'eau, et pour faire face à ça, le Pakistan doit emprunter 30 milliards de dollars. À quel taux d'intérêt, si je peux me permettre? Et ben alors c'est ça justement, parce qu'en fait, les créanciers donc privés, eux, les banques vont prêter à des taux d'intérêt exorbitants, quand les pays occidentaux ont prêté par exemple autour de entre 1 et 3%. Okay. Mais en fait, justement, le pouvoir du Club de Paris, ce serait de dire, mais en fait, on peut, en se mettant ensemble, annuler ces dettes-là. Et en fait, ça, c'est une décision qui se prendrait à la Direction générale du Trésor, c'est-à-dire à Bercy, pas si loin d'ici. Donc c'est un pouvoir qui est phénoménal de la France. Et pourtant, la France ne veut jamais bouger sur ces sujets. Et c'est ça le vrai problème devenu aujourd'hui. En fait, là, le G7 a fait une déclaration. C'est les mêmes déclarations sur l'enjeu de dette depuis 2021. Ça n'a pas bougé, il n'y a rien qui a bougé. Et en face de ça, il y a les créanciers privés. Donc avant, on appelait le Club de Londres. Aujourd'hui, ils sont... À mon époque. Même pas, en fait, c'est à l'époque où... En fait, aujourd'hui, ils sont pas beaucoup coordonnés parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés dans ce milieu-là de la dette privée, donc en fait des entreprises qui prêtent à des États, mais ce sont les fonds de pension, les fonds d'investissement. Aujourd'hui, BlackRock, par exemple, qui est une des entreprises les plus riches du monde, c'est un des prêteurs principaux de certains pays, comme la Zambie. Okay. Donc en fait, ça c'est tout nouveau, et en fait, en même temps, quand on dit, on pourrait réguler, en fait, on pourrait mettre des lois pour dire... ces créanciers privés, ils doivent prendre leur part quand il y a des annulations de dette, quand il y a des allègements. Mais non, parce qu'aujourd'hui, la position de la France, c'est de dire on marche sur le volontariat, ils vont faire des efforts, on leur fait confiance. Ça n'a jamais marché. Et les taux d'intérêt sur les créanciers privés, c'est quoi? On est autour, par exemple, là récemment, il y a beaucoup de pays africains qui ont pu emprunter sur les marchés, donc auprès des créanciers privés, on est autour de 10%. C'est énorme, sachant que les pays du Sud sont endettés moins que la France en pourcentage. La France, c'est 115%, 118%. Les États-Unis, c'est une dinguerie. Ouais. Japon, 200 les États-Unis. C'est ça. Le Japon, pareil, on dépasse les 200%. Et en fait, quand nous, on emprunte à 3% alors qu'on est endetté à 115%, les pays du Sud qui sont à peu près endettés autour en moyenne de 70%. Okay. Alors, quand on dit 70%, c'est en termes de PIB. En termes de PIB sur la dette, c'est ça. Attends, du coup, pardon, je peux enchaîner juste sur une question. Bien sûr, bien sûr. Et tout ce qui est agence de notation, etc., il joue un rôle, je suppose, aussi sur la dette des pays du Sud? Exactement. En fait, c'est eux qui vont faire un peu office d'arbitre sur comment on va évaluer un taux d'intérêt. Ils vont dire, on fait confiance en ce pays-là, on ne fait pas confiance. Ce que d'ailleurs critiquent beaucoup les pays africains qui disent que ce n'est pas fait du tout sur des raisons objectives. Mais par exemple, on peut avoir des agences de notation qui disent on fait moins confiance aux pays africains parce qu'ils sont moins stables. Mais en fait, sur quels critères on parle de stabilité? Et ils se retrouvent justement à payer à des taux exorbitants de 10%. C'est énorme. Hein. Un prêt à 10%, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Sauf qu'en fait, eux, ils disent on prête très cher parce qu'on prend un risque. Mais en fait, quand un pays s'effondre, ils font aucun effort.
Donc, ils n'assument pas ce risque-là. En fait, ils ont tout gagné. Quand un créancier privé prête à 10%, il gagne tout parce qu'il va récupérer sa mise et 10%, ce qui fait des profits assez conséquents. Ouais. C'est super sale quand même. Bah ouais, c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de double, triple peine. Là, il y a un côté en plus cercle vicieux, quoi. C'est en mode genre, vous êtes pauvres, T'en sortir. vous êtes pauvres, les pays pauvres, vous n'allez pas pouvoir rembourser. Du coup, on vous met plus d'intérêts parce que c'est plus risqué, et du coup, ils peuvent encore moins rembourser. Et puis voilà, il y a un effet cercle vicieux. Et puis 10%, c'est exorbitant pour un crédit immobilier en France pour acheter son logement, c'est plus entre 3 et 4% à peu près, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est quasiment 3 fois plus. C'est déjà une énorme douille. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà une énorme douille. À une époque, c'était moins, quoi. Donc. Et même les financements pour le climat, parce qu'en fait, la France, elle finance les pays du Sud pour des actions climatiques, mais à hauteur de 6-7 milliards. Elle a d'ailleurs toujours pas annoncé les montants pour tout ce qui suit 2025, donc on attend des montants. Mais la majorité de ces financements climat, ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons. Donc on augmente en fait la dette des pays du Sud en disant que c'est vert, c'est pour le climat. Oui, mais n'empêche que c'est une dette. Et souvent, c'est quand même pour arranger des entreprises occidentales ou françaises qui elles-mêmes vont investir dans les renouvelables ou dans d'autres activités. Donc finalement, on prête de l'argent à des pays qui vont acheter des prestations à nos entreprises. Bon, on y gagne pas mal au change. Mais attends, du coup, j'ai trop envie de rebondir à chaque fois. Tu me dis si non, mais je suis vas-y, trop au contraire, c'est très bien. Plus ça rebondit les uns avec les autres, n'hésitez pas, tout le reste. Ça met la puce à l'oreille. Là, on a reçu... sur Backseat, on a reçu le ministre des Affaires étrangères là, sur notre dernière émission de la saison, Jean-Noël Barrot. Et on a parlé avec lui notamment du switch qu'il y a à l'AFD. Il y a eu un nouveau DG qui a été nommé, qui est l'ancien DG de Business France. Donc rien que ça donne un peu une petite, clairement une petite intention sur ce qui est prévu. Et il y a une note interne qui circule, notamment sur la nécessité de repositionner la France justement et de faire en sorte que l'aide publique, enfin tout le rôle de l'AFD, ne soit plus trop dans une logique de solidarité, mais plus dans une logique mercantile. Et c'est exactement ce que tu étais en train de dire. En gros, il faut que désormais toutes les actions qui sont portées par l'AFD permettent aux entreprises françaises d'y trouver leur compte. Et en fait, les enjeux de solidarité, du coup, ils sont complètement exclus. Et je crois qu'ils sont même en train de sucrer une des priorités qui était la gouvernance. Donc, bref, ça me faisait penser à ça, parce que ça, c'est hallucinant, quoi. Dans un contexte où Trump a quand même coupé beaucoup d'aide publique au développement, ce qui a créé quand même des difficultés dans de nombreux pays et pour de nombreuses ONG. Et la France pourrait... Enfin, le premier mandat de Trump, on avait quand même un Emmanuel Macron qui a dit « Make our planet great again ». Il veut... Voilà, c'est le coq un peu qui fanfaronne, mais depuis, ça a totalement changé. Hein. Il suit plutôt la ligne, effectivement, plutôt baisser les financements et effectivement passer complètement vers du privé. L'ère de l'aide, pour lui, elle est dépassée. Il faut maintenant passer à des partenariats mutuellement bénéfiques. Alors, bénéfiques pour qui? On se pose quand même la question. Et voilà, sous prétexte que certains pays ne seraient pas assez bien notés, justement, pour avoir accès à des financements ou autres. Et effectivement, on va plutôt favoriser des financements privés. Donc, on marche quand même un peu sur la tête, c'est clair. Ouais, et puis du coup, si on dézoome, si on revient sur les questions un peu de responsabilité climatique des pays, ça veut dire que la France est hyper responsable du changement climatique et se fait de l'argent sur le dos des pays qui sont pas du tout responsables, qui sont hyper touchés par les impacts. Enfin, en fait, c'est totalement lunaire et ça rejoint aussi cette question-là de l'hypocrisie de la posture de la France sur ces sujets climat, quoi. Oui, bon, la France qui est assez hypocrite. Déjà, quand on parle du contexte français, Macron semble assez hypocrite et assez menteur, mais effectivement, quand on dézoome et qu'on met ça d'un point de vue international, c'est vraiment fou, quoi. Et je trouve que la comparaison entre déjà ces espèces de chantage à la dette qui existent en France, quoi, vraiment toute leur politique de réduction de la dépense publique, de saccage des services publics, toute leur politique de fiscalité pour les ultra-riches, en fait, c'est un plan pour relancer la machine économique par une politique de l'offre, etc., etc. Et le fil rouge là-dessus, c'est de dire on a trop de déficits, on a trop de dettes. Regardez, au bout d'un moment, à cause des intérêts, ça sera trop dans le budget. Bayrou, par exemple, bon, là, il est plus Premier ministre, mais vraiment, je crois qu'il a sorti un livre il n'y a pas longtemps en disant « Je tire la sonnette d'alarme, les taux d'intérêt sont trop élevés en France ». Il a sorti un livre. Je crois qu'il a sorti un livre là-dessus, oh là là, pas de bêtises. C'est vraiment votre genre, je tire la sonnette d'alarme, son livre, pour parler de la France, parce que voilà, le taux d'intérêt est trop élevé, et au bout d'un moment, la charge de la dette sera trop élevée, pendant que les mêmes créanciers, la charge de la dette pour des pays du Sud, qu'on exploite en plus, et on exploite leur matière première par-dessus ça, c'est 3, 4, 5 fois plus élevé, quoi. Donc attends, juste, c'est une super info quand même, parce que Bayrou ait sorti un livre. Dites-moi si je me trompe, le chat, et mais je crois avoir vu ça. Ça me dit quelque chose.
Mais en plus, il a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Donc, normalement, tu sors un livre, tu es candidat. Non, c'est qu'il est vraiment très inquiet par la dette française, premier degré. Ah ouais, Alors, ouais. la dette des autres pays... Genre, ça l'empêche de dormir. Oui, Alors que l'affaire Betterham... ça, il s'en fout. Et la dette des pays du Sud, du coup, Oui, c'est vrai. des Sud, ça, il s'en fout encore plus. Il n'a pas écrit de livre dessus, hein, bizarrement. Aïe, aïe, aïe. Et pour rebondir sur ce Ouais. point, c'est très vrai. Imaginez à quel point aujourd'hui, dans le narratif politique en France, tout est justifié par les enjeux de dette. Tout est justifié, n'importe quelle décision. La France consacre à peu près 15% de son budget pour justement rembourser sa dette. Ça, la fameuse charge de la dette. Les pays du Sud, c'est 40%. 40%. Ah, bon. Pourtant, ça fait moins la une que la charge de la dette française. Et c'est ça, en fait, et ce qui est totalement injuste. Ces pays sont moins endettés que la France. Et ils payent 40% de leur budget, c'est juste pour payer leurs dettes. Ouais, puis leur Comment dette, ils peuvent financer après leur développement et lutter contre le changement climatique? C'est impossible, en fait. On a une information à peu près sur, en termes de qui sont les créanciers. C'est vraiment 100% les pays du Nord ou parfois il y a un petit peu quelque chose qui reste un petit peu en interne au sein des pays, où c'est vraiment 100% de leurs créanciers, 100% des 40% de leur budget part dans les pays du Nord. Non, alors c'est pas 40% de leur budget en effet, mais c'est une immense partie. Parce qu'en fait, il y a aussi un peu ce qu'on appelle la dette intérieure. Voilà, Mais c'est plus une dette qui est en fait contractée auprès d'entreprises qui viennent du même pays. C'est par exemple, si on prend l'exemple, la France qui s'endetterait auprès de la BNP Paribas, par exemple. Mais ce qui représente une part très moindre. Okay. Mais par contre, c'est 60% de la dette des pays du Sud qui est détenue aujourd'hui par des créanciers privés. Okay. Et eux, ils ne sont pas là pour faire du développement, ils ne sont pas là pour faire du climat, ils sont là pour faire du rendement. BlackRock, qui gère notamment l'argent des pensions des retraites américaines, ils sont là pour faire du 10%. Ça ne leur intéresse pas de faire du long terme, ça ne leur intéresse pas le développement d'un pays. C'est vraiment avoir un placement à 10%, c'est quand même royal en termes de financement. Pour être sûr d'avoir 10% de revenus sur un placement, c'est quand même incroyable. Donc en fait, c'est 60%, c'est des créanciers privés. On en a aussi en France. La Crédit Agricole prête aussi aux pays du Sud, la BNP Paribas. C'est vraiment ça, c'est la part majoritaire aujourd'hui des créanciers. Mais quand on demande juste d'avoir une loi pour les encadrer, on dit non, on laisse la main invisible et la loi du marché faire son travail. La BNP Paribas, d'ailleurs, qui a eu des dividendes records ces dernières années, c'était une des entreprises les plus rentables en France. Bon, maintenant, on sait d'où vient l'argent. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur à quel point la question de la dette encadre toutes les autres discussions politiques en France. Alors que, en fait, si on réfléchit en termes climatiques, la France, par exemple, c'est un pays qui est endetté climatiquement envers les pays du Sud. On parle tout le temps de dette des pays du Sud envers les pays du Nord. Mais en fait, le fait que nous, on émette énormément de gaz à effet de serre et que d'autres pays ne le fassent pas, ça nous endette aussi envers eux. Et il y a une image qu'on aime bien chez Un Travers à tous, c'est celle du gâteau. Oui. Où en gros, on peut se dire collectivement, et c'est d'ailleurs un peu le sens des COP, de l'accord de Paris, etc., qu'on veut limiter la température sur Terre, la hausse des températures, pour garder des conditions de vie décentes, protéger les droits humains, etc. Et du coup, ça veut dire qu'on peut émettre collectivement encore une quantité donnée de gaz à effet de serre. Et ça peut être du coup représenté par un gâteau, qui serait cette quantité de gaz à effet de serre auquel on a encore collectivement le droit. J'ai pas envie de manger ce gâteau. Non, ça donne pas envie de manger un gâteau. Gaz à effet de serre. Mais bon, imaginons que c'est un gâteau très appétissant et tout le monde a envie de le manger parce que manger des gaz à effet de serre, ça veut dire brûler des énergies fossiles et ça veut dire que tu peux faire plein de trucs potentiellement. Conduire, chauffer ta maison et consommer à peu près tout. Quoi. Vivre, entre guillemets. Ouais, si tu n'as pas encore fait ta transition vers des énergies bas carbone. Et si on se dit, en fait, comment on se partage ce gâteau entre tous les pays du monde? Qui a le droit de manger quelle part? Et en gros, concrètement, qui a le droit d'émettre quoi? La façon dont le gâteau il est partagé pour le moment, elle n'est pas du tout équitable. Dans le sens où la France, par exemple, elle s'est octroyée une énorme part de gâteau. Alors que si on divisait sur des critères d'équité, donc de dire tel pays, la France par exemple, a beaucoup émis par le passé, et en plus c'est un pays développé qui peut faire davantage face aux conséquences du changement climatique, etc. Du coup, maintenant la France, tu as le droit qu'à une petite part, désolé, mais il y en a d'autres en fait qui n'ont pas du tout émis, qui ont des conséquences de fous malades du changement climatique, et donc on va leur donner une plus grande part. Sauf que c'est pas du tout comme ça que c'est réparti pour le moment, et du coup ça fait que la France mange plus que sa part, et donc si elle mange plus que sa part, c'est qu'elle mange la part d'autres pays.
Je ne sais pas si Ok, vous ok. suivez un peu dans Parce qu'elle devrait avoir une la petite part, réflexion. elle a tout mangé Voilà. et elle gratte sur la part des autres. Exactement. Si on prend en compte les critères d'équité en répartissant le gâteau. Mm. Et du coup, c'est en ça que la France, elle est en quelque sorte endettée climatiquement envers d'autres pays. Parce qu'elle a mangé le gâteau des autres. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça Elle a me mangé fait les parts des penser à gâteaux un des autres. truc, il y a quelques années, on parlait vachement des droits à émettre. Ça existe encore, cette histoire? Oui, il y a des quotas. Ouais, Enfin, c'est il y a- ça. il y, a- il y a un marché carbone. Enfin, l'histoire du gâteau me notamment, faisait penser à ça. Il y a un marché carbone, notamment au niveau européen, Catastrophe, sur non l'industrie. Mais c'est j'ai- pas j'avais complètement vu une catastrophe. C'est une catastrophe en fonction des discussions qui sont actuellement en cours pour voir si on donne des quotas gratuits. Normalement, ça permet. Tu peux juste refaire un peu En fait, ça la pédagogie permet. du schéma de comment ça Ouais, fonctionne pour ça- les personnes qui nous écoutent et Ça même pour moi. permet pour les gros émetteurs, donc les industries ou la production d'électricité au niveau européen, on dit voilà, tous ces acteurs-là qui polluent beaucoup, on leur met un plafond. Alors tous ensemble, ils vont pas pouvoir émettre plus que tant. Et normalement, ce plafond, il baisse chaque année. Et donc eux, si jamais ils n'y arrivent pas, il faut qu'ils achètent des quotas à leurs copains qui, lui, peut-être a fait plus d'efforts. Et donc, ça crée un marché. Le truc, c'est que les plafonds étaient très hauts au départ. Donc, ça coûtait rien, en fait. C'était très facile à atteindre. Ça commence à baisser. Donc, ça commence à un peu râler chez les industriels. Et il y a des débats actuellement, effectivement, parce qu'ils demandent encore à continuer à avoir des quotas gratuits pendant quelques années, alors qu'en fait, non, il faut vraiment accélérer pour qu'ils baissent leurs émissions, parce que l'industrie en France, pour l'instant, elle n'a pas entamé réellement sa décarbonation. Par exemple, les industries les très émettrices, c'est la production de ciment, par exemple, ou la production d'acier. Et pour l'instant, elles utilisent encore majoritairement des énergies fossiles, y compris du charbon. Et donc ça, il faut vraiment changer complètement les process. Ça demande des investissements, mais il y a beaucoup d'argent public qui va vers ces transformations, mais qui pour l'instant ne vont pas assez vite, bien au contraire. De l'argent public qui va aux entreprises et qui reste dans leur poche. Arrête. Ce qui se passera à l'échelle de la France se passe à l'échelle internationale. C'est vrai que c'est Non. étonnant. Alors là, je suis choquée. Alors, quelqu'un dans le chat parle de business de quotas. Je sais qu'on parlait de ça un peu, c'est le rapport de ces histoires de taxes carbone et de quotas, c'est un peu ce que tu disais. Et donc, c'est vrai qu'il y avait, moi j'avais entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, moi, il y un avait un business du article quota qui et était c'est sorti, presque devenu non, un il y avait marché une espèce spéculatif où d'enquête, certains, ouais. au final, se font de la thune sur les gens qui s'échangent des trucs de taxes carbone. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu Je tout ça? ne connais pas assez J'ai bien très mal ça expliqué ma question, parce que pour quelqu'un peut donner Merde, je suis partie dans une espèce de explication sur... de rabbit hole. Mais dès qu'il y a des quotas à partager, il y a souvent effectivement des entreprises intermédiaires et donc qui vont faire ce type de business. Mais je ne connais pas assez bien le sujet pour aller plus loin. Ok. Peut-être ça mériterait une autre émission. Ouais. Sur ça. Après, ça faire une commence à petite être un recherche petit peu pendant précis. que vous discutez. Ça commence à être un petit peu précis. Alors du coup, il est quelle heure? On a encore un petit peu de temps pour discuter. Alors juste, j'annonce pour la suite, j'ai oublié de le dire, on aura un jeu à la fin. Voilà, on aura un jeu tous ensemble où on fera un bingo du G7 parce que c'est vrai on parle de plein de choses et on parle de plein de sujets qui s'éloignent un petit peu du G7, mais aussi c'est aussi le principe d'un contre G7. Il y a tout un tas de revendications, tout un tas de sujets à mettre sur la table. Le G7 est un fil rouge, mais c'est vrai qu'on en éloigne un peu. Donc je leur dis quand même à tout hasard, il y aura un jeu à la fin. Je sais plus exactement à quelle heure ça sera, si on peut me le souffler dans l'oreillette. Mais on finira avec un bingo pour voir justement un petit peu les différents éléments de langage qui ont été pris au G7. Voilà. Il y a eu des tabous au G7. Le climat était totalement tabou parce que M. Trump, quand même, les États-Unis, c'est le premier pays producteur de pétrole et de gaz au monde. On n'y pense pas. On pense souvent à Arabie Saoudite ou d'autres pays. En fait, c'est les États-Unis, le premier pays producteur de pétrole et de gaz. Donald Trump a été élu avec beaucoup de financement des énergies fossiles, enfin des acteurs des énergies fossiles aux États-Unis. Donc, il est à fond pour le développement des énergies fossiles. Il a tout fait pour stopper les énergies renouvelables. Ça ne marche pas complètement parce que dans certains États, y compris républicains comme le Texas, il y a beaucoup d'énergies renouvelables parce qu'en fait, ça rapporte et ça coûte moins cher de produire de l'électricité à partir des renouvelables qu'à partir de pétrole ou de gaz. Et du coup, Monsieur Trump, qui est très, très, très pro-fossile, a dit, moi, si vous parlez climat, je ne viens pas à votre G7. Et donc, Monsieur Macron a dit, je préfère discuter avec Monsieur Trump. Donc, on ne va pas parler climat, on ne va pas parler genre, on ne va pas parler dette. Il y a eu énormément de tabous quand même dans ce G7.
alors que ce sont des sujets extrêmement importants. Alors, sur le climat, le G7 n'est pas un cadre légitime, c'est 7 pays, c'est pas là où on doit discuter climat, c'est dans un cadre onusien, notamment au niveau des COP, où tous les pays ont une voix au chapitre, y compris ceux qui sont les plus impactés. Il ne faut quand même pas oublier que les États insulaires du Pacifique, si on dépasse 1,5 degré, ils vont être submergés. Donc, il y a quand même, c'est une question de survie pour eux, de leurs îles. Et en fait, certes, c'est dans ces espaces onusiens où il faut en parler, mais le G7, c'est les pays parmi les pays les plus émetteurs et c'est les pays parmi les plus riches et les plus économiquement développés. Donc, ils ont un rôle essentiel pour aller plus vite, plus loin et montrer l'exemple. Or, là, l'exemple qu'ils ont montré, c'est de complètement zapper le sujet du climat. Alors du coup, je me pose une question. Tu disais que les États-Unis, c'est le plus gros producteur de pétrole, mais est-ce que les États-Unis, c'est aussi le pays où il y a le plus de créanciers de ces fameuses dettes de pays du Sud? Est-ce qu'ils ont ce double record ou pas? Oui, complètement. Ouais, ils ont ce double record. Et d'ailleurs, on le voit, et c'est symptomatique, le G7 de ce qu'on dit, c'est qu'en fait, du coup, ils veulent traiter de ces sujets dans des clubs de pays riches. G7, G20, le club de Paris. Et en fait, il y a une complète déconnexion avec des pays, en fait, comme le groupe des pays africains, le groupe des petits États insulaires, qui disent mais ayons ces discussions à l'ONU, en fait, où on a un pays, une voix. Ça semble quand même plus logique vu qu'on est dans le même bateau. Et en fait, là, on apprend, nous, sur les sujets de dette, la France dit non, ça va, on a le Club de Paris, on gère. Ça fait 70 ans qu'on le fait, d'ailleurs, c'est l'anniversaire des 70 ans du Club de Paris, cette année. Mais on ne pense pas que l'ONU ait les compétences, en fait, de parler de ces sujets. L'ONU. Alors qu'en fait, c'est l'ONU qui fait toutes les études sur justement les enjeux de dette au niveau mondial. Et justement, c'est pour ça que nous, on demande d'avoir vraiment un processus, de sortir de ces processus G7, G20, même OCDE, par exemple, sur les enjeux de fiscalité, on en parlait avant, mais allons discuter de ça à l'ONU. Et allons avoir une vraie convention, comme on les a sur l'agenda du climat, à l'ONU. Et c'est pour ça que nous, on demande les annulations de dette et de déplacer ces discussions-là à l'ONU. Et c'est comme ça c'est sur ces points-là qu'on porte une pétition en tant que CCAD Terre Solidaire. Et est-ce que vous avez des signaux qui pourraient vous laisser entendre que les choses peuvent s'améliorer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, d'autres pays, par exemple? Est-ce qu'il y a des pays qui sont précurseurs là-dedans? Est-ce qu'il y a un pays où vous pouvez le nommer qui est un peu figure de proue, enfin fait figure de proue, office de figure de proue pour justement aller dans le sens de l'annulation de la dette, l'Espagne? Complètement. Et nous, on a vu ça. L'Espagne a beaucoup poussé ça parce qu'il y avait une grande conférence l'année dernière à Séville, qui était la conférence sur le financement et le développement, et qui poussait ça. Mais en fait, c'est retrouvé face à un mur, face à l'Union européenne, qui était vraiment indéboussolable. France en tête qui disait non, on ne sortira pas d'ici. Mais par exemple, la Norvège a annulé ses dettes envers les pays du Sud. En fait, c'est possible, on l'a déjà fait, parce qu'on sait qu'en fait... Pourtant, la Norvège, ils devaient quand même en avoir un peu, parce qu'ils ont un fonds souverain, si je ne dis pas de conneries. C'est lié au pétrole, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, eux, ils ont annulé, parce qu'ils considèrent aussi ces dettes comme insoutenables, en fait, pour les pays du Sud, et même parfois illégitimes, quand les populations ne sont pas au courant de pourquoi son propre pays s'est endetté, notamment parce que ce n'est pas transparent. Aujourd'hui, nous, si on veut savoir combien le Crédit Agricole ou BlackRock a prêté à un pays du Sud, on doit payer un abonnement entre 5 et 10 000 euros par mois pour avoir ces informations et pour les décrypter. Ce qu'on n'a pas comme budget, on vous rassure. Mais comment à ce prix-là? Mais on les chope une fois très rarement en essayant d'avoir des fonds pour ça, mais sinon c'est très compliqué. C'est quoi, il y a genre un organisme spécifique qui C'est ça, en fait, c'est Bloomberg. Comment ils peuvent justifier un truc comme ça? C'est en fait le secret du marché. Donc en fait, on peut pas dévoiler mais cette banque prête à quel taux, à quel pays, etc. Parce que si tu donnes de l'argent. C'est ça. La main très cher. Reste invisible, sinon ça marche plus quoi. Si tu payes très cher, t'as accès, mais il faut payer très cher. D'accord. Ouais, du coup, l'Espagne, quand même, qui est un peu figure de proue là-dedans. Ah oui, je voulais vous dire, devinez, on commence le bingo, je te fais juste une petite intro. Devinez quel est le pays qui est en train de pousser pour démanteler justement le marché d'émissions de CO2 au niveau européen. Au niveau européen? Ouais, devinez. L'Espagne? Non, pour faire en sorte que ça s'assouplisse pour les entreprises, pardon. Ah, la France? Oui. Ah, évidemment. Encore un coup de Manu Max. Toujours dans les bons coups, celui-là. Alors, je parlais de justification juste avant. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce que les pays du G7, typiquement, ont une justification pour dire non, on n'annulera pas les dettes des pays du Sud, les dettes dont on parle? Ils ont une justification pour ça, c'est de dire ah bah non, il y a des gens, c'est juste dire il y a des gens qui attendent un retour sur investissement, basta, ou ils disent non parce qu'au final ça finance des fonds de pension, donc les retraités après ils n'auront pas leur retraite. Genre, est-ce qu'il y a une justification idéologique à tout ça? Est-ce qu'ils ont des arguments ou c'est juste vraiment ils disent personne ne s'intéresse à ça, on s'en fout, on continue à le faire?
Ouais, complètement. Ils ont un argument qui est de dire, mais en fait, si on annule, après, plus personne va aller leur prêter de l'argent. Parce qu'il y a des dettes qui sont bonnes. Enfin, il faut s'endetter aussi pour pouvoir faire des politiques à long terme. Mais c'est complètement faux. On a fait 100 milliards de dollars d'annulation de dette à la fin des années 90. On a sorti des populations entières de la pauvreté. Les niveaux d'éducation se sont améliorés. Et en fait, non, parce qu'en fait, quand un pays peut revenir sur un peu une trajectoire à long terme un peu saine, en fait, c'est là aussi que les investisseurs reviennent, en plus avec des taux beaucoup plus bas parce qu'ils prennent moins de risques. Et donc en fait, cet argument ne tient pas du tout. Mais c'est aujourd'hui dire en fait contraindre des marchés financiers et avoir une vision à long terme, pour l'instant, elle est impensable. C'est aujourd'hui, c'est dire non, en fait, là, on peut pas annuler tout de suite parce que dans l'année prochaine, on va pas récupérer notre prêt. Mais en fait, dans 10 ans, vous allez récupérer ça parce que le pays en face aura pu se développer et continuer les échanges avec vous, etc. Et c'est là, cet argument ne tient pas du tout, même scientifiquement ne tient pas. Les années 90 et 2000, on en fait la preuve que non, assainir les finances d'un pays, c'est justement rendre viable et avoir des retours sur investissement dans 10, 15, 20 ans. Il y a quelle dette qui a été annulée, par exemple, dans les années 90-2000 Dans les années 90, il y a plus de 40 pays du Sud qui ont vu une partie de leur dette s'annuler. Oh, wow. Et ce qui a vraiment, et il y a eu des études qui ont pu être faites ensuite, et notamment pour comparer les pays qui avaient bénéficié de ça et ceux qui n'en avaient pas bénéficié, on a des taux d'éducation qui justement augmentent énormément dans les pays qui ont bénéficié de ça. On a la mortalité infantile qui diminue énormément dans les pays qui ont bénéficié d'annulation. Donc ça marche, mais juste il n'y a aucune volonté politique. Et le pays qui en a le moins, c'est la France. Mais du coup, tu vois, typiquement, l'année dernière, pendant les discussions budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a eu quand même une réduction drastique de l'aide publique au développement. Est-ce que, par exemple, la France pourrait faire un geste en disant « Bon, ok, on met moins de thunes sur l'aide publique au développement parce que parce qu'on fait des arbitrages mais on annule une partie de la dette. Ce serait faire de faire ça. Est-ce que c'est pas un plaidoyer qu'on pourrait porter collectivement, ça ? Donc c'est ça, c'est une grande aide du coup que d'annuler une dette plutôt que de faire des aides directes finalement. Ce serait faire, mais en fait, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce qui se joue avec l'aide aujourd'hui, souvent, c'est de dire on va financer une infrastructure dans un pays du Sud, mais par contre, vous allez prendre une entreprise française pour faire cette infrastructure. Donc en fait, oui, ce serait faire. Mais en fait, la logique, aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. Et au contraire, ils préfèrent dire, on préfère garder la main dessus, comme ça, on peut mettre des conditions sur cette aide. Ouais. Du coup, je me disais juste une toute petite vas-y. digression par rapport au financement justement de la transition. Si l'aide publique au développement est dérisoire, c'est quoi, 7 milliards d'euros, tu disais tout à l'heure, pour la France à peu sur près ? La partie climat unique. C'est pas ouf, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas ouf. Est-ce qu'il y a des acteurs privés, type fondation, etc., qui font des choses, mais de manière vraiment philanthropique, ça j'en doute encore un peu. Est-ce qu'il y a des fonds privés qui se distinguent et où on se dit, si l'aide publique recule, il faut bien qu'on aille chercher de la thune quelque part. Quid des acteurs privés, en somme ? Il y a des acteurs philanthropiques qui arrivent, effectivement, et qui sont poussés par la France. J'étais à une réunion des acteurs engagés, je ne sais plus comment ça s'appelle, organisée par Emmanuel Macron en amont du G7, où il promouvait, effectivement, il y avait quelqu'un d'une fondation, et Emmanuel Macron promouvait, effectivement, le fait que maintenant, la philanthropie remplace en partie l'aide publique au développement. Le problème, c'est quand même un problème démocratique. C'est qui décide. Alors, quand un État comme la France décide où va l'argent, on n'est pas toujours très content parce qu'effectivement, c'est plus du prêt, etc. C'est pour financer, pour aider des entreprises. Mais quand ce sont des philanthropies, ça va être encore moins transparent et on va encore moins maîtriser les choix qui sont faits. Et clairement, la parole des populations locales et dans le choix des projets à financer et de l'intérêt général, il risque quand même d'être balayé. C'est déjà le cas, tu vois. Alors effectivement, mais ça serait entreprises françaises qui sont dans les fouilles. Ça pourrait être encore pire. Ou pas, parce que. Mais le problème, c'est quel est le poids démocratique qu'on a là-dessus. En théorie, en France, on est une démocratie, on devrait avoir quand même une voix au chapitre sur où va l'aide publique au développement, comment elle est donnée, etc. On a un peu de mal, mais en tout cas, il y a un processus démocratique. Sarah Knafo qui met la misère à tout le monde et du coup, tout le monde s'aligne dans ce qu'elle dit.
J'ai pas l'impression qu'il y a un gros débat public là-dessus. Enfin, moi, je me sens pas embarquée là-dedans, tu vois. Ah, c'est vrai, hein, Non, c'est c'est pas vrai des, que c'est pas des sujets dont on parle le plus. Hein. c'est vraiment dommage parce que c'est un sujet extrêmement important. Enfin, à un moment donné, on parle aussi de la paix dans le monde. Hein. Si, et là, je vais parler plus du changement climatique, mais si on laisse des populations complètement dépérir dans des zones qui vont devenir invivables, évidemment qu'avec des déplacements massifs de population, parce que plus d'accès à l'eau, parce que, etc., des zones invivables, on va vers des conflits quand même majeurs. Donc, s'il n'y a pas une solidarité internationale encore plus forte, on va vers des conflits armés très violents. Donc c'est l'intérêt, même si on parle juste en intérêt propre, c'est l'intérêt des Français que le changement climatique ne s'aggrave pas si on veut préserver la paix. Et puis, en fait, ce serait aussi une déresponsabilisation totale de la France de dire bah non, moi je participe plus du tout à la lutte contre le changement climatique si on reste sur les questions climat à l'étranger parce que pas envie. Enfin voilà, et c'est un peu ce qu'on essaie de porter dans le procès pour la part juste, de dire bah en fait mettre au cœur des questions climatiques internationales la question de l'équité, c'est pas juste un vœu d'ONG qui trouve ça super de mettre de l'équité un peu partout, etc. C'est aussi des obligations légales de la France de prendre en compte en fait, ouais, son impact historique, son niveau de développement, etc. Et qui dit obligation légale dit bah, conséquences très concrètes et actions de la part de la France. Et ça passe notamment par le fait de financer massivement la transition écologique, à la fois sur le territoire français, mais aussi à l'international, par des dons et pas par des prêts, parce qu'on a déjà vu ce que ça a comme impact de faire des prêts, c'est la France qui s'enrichit. Donc voilà, c'est aussi ouais, où est-ce qu'on remet aussi le juste curseur des obligations légales et de l'action de la France, quoi. Alors, on va bientôt devoir passer à la partie suivante, mais avant ça, j'aurais bien aimé poser une question. Tout le monde autour de cette table, quasiment, bosse dans le plaidoyer et utilise plutôt le droit pour parler de ces combats-là. Donc, est-ce que le droit, a priori, c'est un peu le mode d'action privilégié pour ces questions d'annulation de la dette? Est-ce qu'il y a d'autres manières de lutter autour de ces thèmes? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ce niveau-là? Ça m'intrigue un petit peu. Après, je pourrais rendre la parole à Elsa, qui est vraiment, du coup, la spécialiste de justement ce plaidoyer par le droit. Nous aussi, on en fait. Mais tout simplement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la dernière année du quinquennat Hollande, en France, on a une loi pour dire, qu'on appelait la loi pour lutter contre les fonds vautours. Et là, c'était de dire, bah, en fait, il y a quand même des banques, des fonds qui arrivent au moment où un pays s'effondre pour tout racheter et ensuite poursuivre le pays en justice. Et à ce moment-là, ça paraissait, mais d'une logique implacable et puis évident pour tout le monde, de dire, bah, c'est pas moral ce que sont en train de faire ces fonds-là. Ils viennent juste pour s'enrichir au moment où un pays s'effondre. Bah, il y a eu une loi, 2017, elle est passée. Faisons la même chose pour les créanciers privés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on parle de droit d'encadrement, ça paraît déconnecté avec les autorités françaises qui nous disent non, 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 on va faire sur le volontariat, on va prêcher la bonne parole, et ils vont venir, ils vont avoir une approche beaucoup plus morale et juste d'eux-mêmes. Non. Oui, et typiquement, la dette là, rachetée par Pigas, enfin gérée par Pigas sur le Venezuela, ça se passe comment? La restructuration de la dette restructuration, c'est un peu ce que tu décris, mais oui, en fait. C'est ça. Bah alors, en fait, là, justement, Mathieu Pigas, il est conseillé, en fait, pour le Venezuela, pour aller restructurer toutes les dettes du Venezuela, qui, en fait, étaient complètement écartées des marchés financiers depuis des années. Donc, en fait, là, c'est vraiment... Lui, c'est pas tant un rachat qu'en fait, il se pose en tant que conseiller un peu économique, en disant, sachant que voilà, il vient de grandes banques d'affaires où il était de l'autre côté, où il prêtait de l'argent aussi souvent. Et donc, il va se poser en conseiller économique. Mais en fait, on n'aurait pas besoin... Sauveur de la gauche radicale. On n'aurait pas besoin de conseiller si on avait des lois. En fait, on aurait pu juste appliquer des lois pour dire, bah non, en fait, le créancier privé, bah, vous avez joué, vous avez perdu, vous ne récupérez pas votre argent parce que vous avez prêté à un pays qui ne pouvait pas rembourser. Bah ouais, vous avez pris un risque, bah, assumez votre risque maintenant. Et le plaidoyer, peut-être plus globalement, c'est d'influencer les politiques publiques. Ce qu'on veut, c'est des politiques publiques qui changent. C'est du lobbying, c'est clairement du lobbying, mais qui est transparent. Et pour des intérêts généraux. Alors après, on va nous dire non, mais voilà, le climat, est-ce que c'est un intérêt général? On peut avoir, il y a des gens avec qui on peut avoir ce débat. Mais globalement, oui, c'est plutôt l'intérêt général. Et ça passe par plein de modes d'action.
On peut utiliser le droit, effectivement, attaquer l'État, ce que fait notre affaire à tous et brillamment. On peut le faire par des actions de communication, d'interpellation. On peut se mobiliser, être très nombreux, manifester, ou si on a des tracteurs ou des camions, bloquer des routes et influencer comme ça les politiques publiques. Il y a des tas de moyens, en fait. On peut produire de l'expertise aussi. Donc tous ces moyens-là, il faut les additionner pour réussir à influencer les politiques publiques. Voilà, dans un contexte où c'est vrai que pour l'instant, les changements sont difficiles dans les gouvernements qui sont succédés. On parlait tout à l'heure avant l'émission du backlash écologique, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de recul. On en avait compté 43 aux réactions climat sur les politiques environnementales rien qu'au premier semestre 2025. Donc c'est vrai qu'en ce moment, l'influence des politiques publiques, elle est quand même difficile, mais il y a des élections à venir et nous, on va donner de la voix et montrer qu'on est très nombreux et d'ailleurs que c'est un souhait aussi des Français majoritairement d'avoir des vrais changements sur ces politiques-là. Okay. Et pour rebondir, je rejoins vraiment ce que tu dis sur le droit qui est un outil parmi toute une autre palette d'outils et qui ne se suffit pas à lui-même. Et chez Notre Affaire à tous, on n'utilise pas le droit pour utiliser le droit. On utilise le droit pour avoir des changements structurels dans la société, améliorer la vie, le quotidien des gens, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, etc. C'est pas, la finalité, ce n'est pas le droit pour le droit, c'est le droit pour des changements. Et en fait, sur les questions de dette et sur les questions climatiques, le droit, ça reste aussi, le droit, là j'entends les accords internationaux, etc. aussi, c'est pour l'heure l'outil qu'on a trouvé comme étant le plus à même de pouvoir mieux gérer les relations entre pays, passer des accords collectivement, se mettre d'accord sur les règles du jeu à un instant T. Ça ne veut pas dire que le droit est toujours bien, qu'il ne faut pas le faire évoluer, parce que parfois il peut aussi être injuste, même si c'est le droit, mais c'est aussi parfois montrer ce qui est socialement acceptable ou accepté à un instant T dans une société, et en l'occurrence sur les questions climatiques, ce qu'on a jugé collectivement être acceptable. Et même la France, très récemment, elle a voté, alors c'est un peu niche, un peu technique, mais elle a voté une résolution à l'ONU pour, on va dire, signifier qu'elle était d'accord avec un avis qui a été rendu par la Cour internationale de justice, donc quand même une instance hyper importante sur les questions de droit. Et la Cour internationale de justice, ce qu'elle a fait, c'est que l'année dernière, en juillet, elle a rendu un avis sur le changement climatique qui est majeur parce que, c'est encore un peu niche, un peu technique, mais c'est une des rares fois où un avis a été adopté à l'unanimité de tous les juges de la Cour. Et ce qu'elle dit, la Cour internationale de justice, c'est que les pays doivent mettre en place tout ce qu'ils peuvent pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est le chiffre qu'on entend très souvent. C'est en gros qu'ils doivent faire le maximum pour garder des conditions de vie décentes sur Terre et qu'ils doivent agir en fonction de leur participation historique au changement climatique, de leur niveau de développement, etc. Et la France, à l'ONU, elle a dit « Je suis d'accord avec ce texte ». C'est une super idée. Il y a quelques pays qui ont voté contre, les États-Unis notamment. Mais la France a dit c'est super, allons-y. Mais en fait, elle ne s'applique pas du tout ça. Et du coup, là, nous, en l'occurrence, très spécifiquement sur le procès pour la part juste, ce qu'on essaie de faire, c'est que via l'outil juridique, via le fait qu'on ait eu un avis de la Cour internationale de justice, une décision à la Cour européenne des droits de l'homme, etc., que tout ça, ça s'applique à la France et qu'elle soit forcée de mettre en place des politiques climatiques qui sont à la hauteur en prenant en compte ces sujets d'équité. Et du coup, ça rejoint derrière les questions potentiellement d'annulation de dette, de financement par des prêts, par des dons. Tu parlais tout à l'heure d'hypocrisie, là, c'est exactement ça, quoi. L'hypocrisie, le décalage entre ce qui se dit sur le plan international et ce qui est réel sur le plan national, c'est un très bon exemple. Oui. Tout à fait. Bon, je pense qu'on peut passer à la séquence suivante, à notre bingo du G7, derrière cette discussion fort intéressante. Et en tout cas, je pense que ce qu'on pourrait retenir de cette discussion, c'est que si on veut une bifurcation écologique, en particulier dans les pays du Sud, on ne fera pas sans annuler de la dette, quoi, tout simplement. Donc en vrai, ces deux questions, elles sont intrinsèquement liées. Et pour parler d'écologie sérieusement, on ne peut pas se passer du thème de l'annulation de la dette. Je pense que c'est une conclusion qui me paraît satisfaisante. Voilà. Merci. Alors, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc on passe à notre troisième jeu, même si le deuxième jeu était un peu foireux sur les bords, au sens où on l'a fait sans respecter vraiment les règles, mais c'était quand même une très bonne conversation. Donc on va faire un bingo du G7, figurez-vous. Alors je ne sais pas exactement comment on va le faire, je ne sais pas si on est un petit peu en retard ou si on est un petit peu en avance, mais en gros, l'idée est très simple.
c'est qu'on a un bingo, et en gros, on doit deviner, est-ce que... En gros, c'est le bingo des trucs qu'ils disent à chaque fois au moment du G7, et à chaque fois, c'est les paroles en l'air. Voilà. Et donc là, on doit se dire, est-ce que cette fois-ci, sur ce sommet du G7-là, ces thèmes-là ont été abordés, source à l'appui. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir chacun votre tour, une case, on en discute un petit peu, et de se dire, bon, bah, est-ce que vous pensez que dans ce sommet du G7, ils en ont parlé cette fois-ci? Voilà. Sachant que, bon, les cases ne sont pas Accord essentiel, c'est sûr. Accord essentiel, c'est sûr pour toi? Vote pour accord essentiel. Alors pourquoi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est sûr, accord essentiel? Parce que c'est forcément, il se passe rarement des choses vraiment importantes dans les G7, très sincèrement, quand on regarde les déclarations, mais il faut qu'ils se fassent un peu mousser en disant voilà, qu'il s'est passé quelque chose, donc on va dire qu'il y a eu un accord essentiel. Ok. Donc pour toi, c'est obligatoire qu'il y ait accord essentiel. Ça me paraît assez logique aussi. Hein. Mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise. C'est ce qu'on disait un petit peu au début du live. Eh oui, ça a été dit. Donc la source c'est RFI. C'est écrit entre petits, mais c'est un screenshot d'article. Source à l'appui sur RFI. Il confirme que le terme accord essentiel a été utilisé au G7. On aurait pu se dire, au sommet du G7, on aurait pu se dire, bon, ils font beaucoup moins semblant que les années précédentes, donc peut-être qu'ils vont pas s'encombrer de leurs éléments de langage, mais vraisemblablement, ils s'encombrent encore de leurs éléments de langage. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remercier un raid. Merci Carte du Monde de nous avoir raid. Merci beaucoup Carte du Monde qui parle de géopolitique, beaucoup, c'est très intéressant. Et on me dit qu'il y a eu un raid manuel de Arte et Mathieu Burgalassi. Donc je pense qu'ils ont foiré leur raid pour nos raids et que des viewers sont venus quand même de par eux-mêmes. Confirmez-moi le chat. Oh, les amateurs. Ah, les amateurs, hein, les amateurs. Confirmez-moi le chat que c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris? Mais merci pour tous les raids en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, vas-y Léa, choisis une case peut-être. Attends, on peut revenir sur... Ouais, merci. Aïe, 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 il y en a plein qui me saucent. Mais j'hésite. Moi, je suis très mauvaise au jeu. Je vais prendre succès diplomatique. Succès diplomatique? Quand même. Alors pourquoi, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils auraient parlé de succès diplomatique cette fois-ci? Trump, il est fort en diplomatie. Hein. Mais parce que ça va dans le même sens que ce qui a été dit avant. Genre, faut bien se faire mousser. Trump est venu. Oui. Tu vois, en vrai, c'est déjà rien que ça, c'est un truc de zinzin. Rien que ça, c'est un succès diplomatique en soi. Bah voilà. Il a failli pas venir à cause de son anniversaire. Et comme tout ce que fait Emmanuel Macron est en réalité un succès, en tout cas pour lui, et que c'est le G7 qui était en France, j'ai envie de dire, ouais, succès diplomatique, je ne serais pas surprise que ça ait été utilisé. Et bah, regardons la réponse, moi aussi je pense. Hein. En plus, il y avait le sujet de l'Ukraine qui est pas mal revenu dans ce G7 pour le coup, qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet de l'annulation des dettes, mais quand même. Ah oui, effectivement, source à l'appui, ça a été dit, ça a été prononcé. Ce sommet du G7 serait un succès diplomatique. Alors bon, Trump, en termes de succès diplomatique, vraiment, c'est un petit peu de mauvaise foi cette histoire. Du coup, je veux bien savoir, on a le contexte ou pas de la prononciation de la phrase? La régie peut me le dire, effectivement. C'est écrit entre petits, on ne peut pas regarder. Ouais, on peut pas. C'est la première fois qu'on fait ça avec la CCFD. On a traité Mathieu Burgalassi et Arte d'amateur tout à l'heure, mais on ne peut pas lire les cases du bingo. Ok, alors quelqu'un d'autre pour... Par contre, sur l'Ukraine, c'est quand même aussi un cas intéressant. Ouais. Où en fait, les pays occidentaux, la France en tête, a dit l'Ukraine, vu la guerre d'invasion qu'elle subit, elle ne va pas nous rembourser ses dettes. C'est logique, on a besoin de la soutenir. Et les créanciers privés ont été invités à faire pareil. Okay. Ils l'ont fait dans un premier temps, mais aujourd'hui, ils s'interrogent sur le fait, non, si on allait récupérer ce qu'on a prêté à l'Ukraine en pleine guerre, et en fait, nous, on a essayé de dire, c'est pas possible, en fait. La France, exemple, fait un effort, et en fait, là, on va aller utiliser l'argent, justement, public aussi, qu'on donne à l'Ukraine, pour, en fait, les mettre directement dans la poche des créanciers privés qui, eux, ne veulent plus aider l'Ukraine. Et ce sujet n'a pas été abordé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dirais que la cohésion du G7, ça a dû être abordé, parce qu'à force d'enlever des thèmes, c'est facile d'avoir une cohésion. Si on ne parle pas de gens, si on ne parle pas de climat, si on ne parle pas de dette, la cohésion est plutôt facile quand on réduit le nombre de sujets qu'on veut évoquer. Donc je pense que ça a été... On parle de pas grand-chose, c'est assez facile d'être cohérent. Quoi. Alors des charges, vu le bordel, franchement, s'il y a eu un peu de cohésion, moi je dis bravo, je pense que c'est un succès diplomatique, clairement, à moi. Oui. Alors cohésion du G7, est-ce que ça a été dit? Erreur de case, je ne sais pas quel cas c'était. Ah, on s'est fait spoil. Réunion sur la guerre en Ukraine, ils en ont parlé. Ça, pour le coup, c'est le seul truc dont ils ont parlé dans les médias, la réunion sur la guerre en Ukraine. On sait pour cette case. Mais oui, selon le Figaro, effectivement, la cohésion du G7 est un élément de langage qu'ils ont encore une fois utilisé. Et quand on parle de pas grand... Moi, effectivement, quand on parle pour rien dire, c'est assez facile d'être cohérent, finalement. C'est pas une grande difficulté. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien partir sur Black Bloc. Je pense qu'ils n'ont pas parlé du Black Bloc. Vous pensez qu'ils en ont parlé, vous? Parce que moi, je dirais... Black Bloc, ça a l'air ringard. Ouais, alors faites attention à bien parler dans les micros d'ailleurs.
Pardon. Mais oui. Black Bloc, c'est un peu ringard, quoi. Là, on en parlait Mais surtout, il y a à quel quelques moment années et tout. Là, le Moi, Black je suis Bloc, pas en sûre France, qu'ils on entend de moins en moins parler. Ils avaient envie d'en parler, en fait. Ils étaient vraiment perchés sur leur monde, là, avec les guerres, les sujets super importants. À moins je suis pas sûre qu'ils aient eux-mêmes évoqué les Black C'est pas Blocs. impossible, remarque. Tu vois, ils ont dû parler d'ensauvagement, ils ont dû parler d'éco-terroristes. En tout cas, entre eux, tu vois, à un moment donné... dans un cocktail, tu vois, c'est comme le Black Bloc en France. Genre, en Suisse, cette fois, parce qu'en fait, les manifestations, elles pouvaient avoir lieu qu'en Suisse. Enfin, c'était un peu... moi, je dis, pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, je dis non, je pense pas qu'ils ont parlé de Black Bloc, c'est ringard. Et c'est pas dans tous les pays qu'on parle de ça, quoi. Eh bah si. Eh bah si. C'est quoi la source? J'arrive pas à lire d'ici. Euronews, ok, Euronews, qui pour... Ouais, d'accord. Bon, ils ont réussi à parler du Black Bloc à ce moment-là, quoi. Est-ce que la régie peut nous lire le... Enfin, pas à nous, mais... à la petite oreillette de Ribot. Comment ils se sont retrouvés à parler de ça par rapport à Genève et à la tentative de manifestation qu'ils ont fait à Genève? Ils ont dit, oh là là... Mais tu vois, ça m'étonne pas du tout. Je sais pas si la régie arrive. Alors en tout cas, du coup, est-ce qu'on peut remettre un petit coup le bingo pour peut-être choisir une dernière case et après, on passera à la suite. Il est déjà 22h20, on n'a pas trop de retard. Moi, je pense que dans la lignée de c'est hyper important comme réunion, il faut qu'on justifie de continuer à faire exister cet espace. Je pense qu'une étape très importante, ça a été prononcé. Ouais, c'est un choix assez safe. Là, on est vraiment sur l'élégant langage extrêmement vague. Est-ce que ça a été dit? Une source peut-être? Peut-être. Suspense. Il y a un problème de case. Ah là là, ce sont les aléas du direct, bien sûr. Donc, ouais, une étape très importante, on ne sait pas. Je sais même plus c'était quoi la case du milieu, du coup. C'est bulle sécuritaire. Aïe, aïe, aïe. Mais tout a été dit, en fait. Double aléa. Mais ouais, je crois que tout a été dit. C'était peut-être un piège. Si on continue comme ça, on ils vont pourra tout la reveal, catastrophe. ils vont tout reveal. Source à l'appui. Et aborder les déséquilibres mondiaux, c'était l'Élysée. On le voit en voilà, petit, mais c'était l'élément de langage d'Emmanuel Macron très clairement pour ce G7. C'était un jeu piège, en fait. C'était pas un vrai jeu, on s'est fait avoir. Je suis un peu déçu. Ok, mais comme quoi, ouais, vraiment tous les éléments de langage les plus vus et revus ont été prononcés à l'occasion de ce G7. C'est ce qui fait que ce G7 s'inscrit dans la... Les Black Bloc, voilà. Ouais, voilà, même Black Bloc. Ce qui fait que ce sommet du G7 s'inscrit dans la grande tradition du sommet des G7 et c'est nul. C'est pour ça que c'est un succès diplomatique. Et oui, du coup, finalement. Alors, dernière chose, avant de passer au sujet suivant, et je vais bientôt vous demander de quitter le plateau pour passer à notre dernier talk, on n'est pas trop en retard sur le timing, ça va. Il y a une pétition qui est dans le chat, Sweetberry21 l'a postée dans le chat. N'hésite pas, Sweetberry21, à le remettre, la pétition pour trouver des solutions pour la dette des pays du Sud, donc c'est par CCFD Terre Solidaire. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être au courant de cette pétition, j'imagine? Exactement, c'est la pétition. Vous pouvez scanner le QR code à l'écran directement pour aller la signer. N'hésitez pas, évidemment. N'hésitez pas. Justement, c'est notre pétition justement qu'on porte aussi avec le CCFD Terre Solidaire pour dire justement annuler les dettes, encadrer les créanciers privés qui aujourd'hui n'ont aucun encadrement, qui font ce qu'ils veulent sur le marché de la dette, et aussi arrêtons de parler de ces sujets dans des clubs de pays riches, mais allons parler de ça à l'ONU et allons régler ce problème à l'ONU plutôt que dans des multiples succès diplomatiques de cohésion entre pays riches. Donc voilà, et n'hésitez pas à signer cette pétition. Merci. Alors du coup, je le fais en live. Pour la pétition, c'est quoi le but? C'est de donner du poids justement à ces plaidoyers, à ce lobbying que vous faites? C'est ça, exactement. C'est pour en fait pouvoir dire, quand on va voir des décideurs et des décideuses économiques et politiques, de dire en fait, on n'est pas tout seul à penser ça. En fait, on est soutenu aussi par des centaines et des milliers de personnes qui justement pensent que cette idée est juste. C'est pour ça que ces pétitions nous servent aussi dans nos messages pour essayer justement d'influencer le droit dans un sens qui va plus dans l'intérêt général. Ok, on va très bien. Alors n'hésitez pas à aller signer la pétition, le QR code est à l'écran. Ça prend littéralement 3 secondes. Et dans le chat, ça prend littéralement 3 secondes. C'est fait, toi, c'est fait? Ouais, c'est bon. Ok, bon, ça prend vraiment 2 secondes. 2 ou 3 secondes. Ça dépend si vous êtes rapide comme moi. Et bon, merci pour cette discussion, c'était super intéressant. Effectivement, c'est un sujet. Moi, je m'intéresse un peu à la politique, mais c'est vraiment un sujet auquel je m'étais assez peu intéressé et je pense que je ne suis pas le seul. L'annulation des dettes des pays du Sud, de certains pays du Sud en tout cas, dans une optique de bifurcation écologique. Voilà, un sujet central dont on ne parle pas assez. Merci d'être venus en parler tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Yes, bonne soirée à toi. Merci Ribot. De rien, de rien.